Bonjour Bernard Rougier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, donc spécialiste du Moyen-Orient, auteur en 2020 d'un livre qui avait beaucoup fait réagir à l'époque, Territoire conquis de l'islamisme, le fruit d'une longue enquête, minutieuse enquête, en particulier dans un certain nombre de quartiers que vous aviez mené, cette enquête avec des étudiants et qui avait encore une fois révélé un certain nombre de choses. Que vous inspirent ces propos donc du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste? C'est du déni. Je pense qu'il sait que le phénomène existe et qu'il veut éviter d'avoir les habituelles réactions, les cris d'orfraie, les mobilisations, la dénonciation du macartisme, de l'autoritarisme d'État, etc. Ça vous a surpris qu'il dise ceci sur LCP? Parce que oui et non. L'une de ses prédécesseurs, Frédérique Vidal à l'époque, avait elle dit l'extrême inverse. Mais justement, et elle en avait payé le prix assez fort en termes de réaction et de réaction d'indignation. Et ce qui est quand même étonnant, c'est qu'évidemment que le phénomène existe. Évidemment, il est, si vous voulez, on pourra en reparler évidemment, porté par des mouvements ou une sensibilité plus exactement d'extrême gauche, et que cette sensibilité existe dans l'université, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il faut, c'est maintenir un certain pluralisme. Et donc, Gilles Kepel, moi-même et d'autres personnes demandent simplement que ce pluralisme soit assuré. Or, ce courant a des moyens considérables, c'est lui qui a le pouvoir. Parce que quand il crie à la persécution, il cache évidemment que les recrutements, les budgets, une partie des revues scientifiques, les évaluations, ce sont des gens de cette sensibilité, au moins dans le champ qui est le mien, qui le font. Et donc le pouvoir réel, le pouvoir universitaire, le pouvoir d'influence, le pouvoir d'obtention de crédit, c'est eux qui l'ont. Et de temps en temps, il est normal qu'on demande à l'État de remplir sa mission essentielle, qui est d'assurer le pluralisme, et d'assurer le pluralisme à l'université. Cela étant, c'est pas nouveau. Si nous avions été dans les années 50, la plupart des universitaires étaient marxistes, et les non-marxistes ont eu énormément de mal à avoir une position dans l'université. C'était Simon Leys, si vous en souvenez, l'écrivain et spécialiste de la Chine, qui était parti en Australie parce qu'il n'a pas trouvé de poste en Europe et en France. Donc le phénomène n'est pas nouveau. Cette fois-ci, il est porté par une autre sensibilité qu'on appelle par de cette expression islamo-gauchisme, on pourrait la remplacer par une autre, un mélange de tiers-mondisme et de défense inconditionnelle des musulmans, quelle que soit leur orientation ou leur action politique et religieuse. Alors il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous venez de dire, et je reviens notamment sur ce que vous disiez sur la liberté d'expression et sur les rapports qui se mettent en place dans l'université, dans les différentes universités. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous, en tous les cas, vous l'avez vécu peut-être, qu'il y a certaines choses aujourd'hui que vous pouvez plus trop dire? Oui, si je peux rendre hommage à Boualem Sansal, je reprendrai l'une de ses interrogations. À quel moment avons-nous cessé d'être intelligents ou simplement attentifs? Qu'est-ce qui s'est passé sur les 25 dernières années pour que les choses changent totalement? Quand j'ai publié mon livre, le dernier, Les territoires conquis de l'islamisme, l'enquête portait sur l'offre d'islam, en montrant le poids des réseaux islamistes transnationaux, frères musulmans, salafistes, dans l'offre d'islam en France. Je ne m'en prenais ni à l'islam en tant que tel, surtout pas, ni et encore moins aux musulmans, mais à des groupes militants, si vous voulez. Et j'ai fait l'objet, évidemment, de critiques extrêmement dures, qui n'ont pas tellement porté sur le fond, mais qui ont porté sur ma personne. Et le même milieu islamo-gauchiste a souvent encouragé un certain nombre de gens qui étaient mis en cause dans le livre à porter plainte. Ce milieu a cherché à vous faire taire? Oui, bien entendu. Enfin, à m'intimider, si vous voulez, par des plaintes. Donc, j'ai passé un certain nombre de temps pour 5 affaires, 5 plaintes à la 17e chambre. Ça, c'est des moyens d'intimidation. Consacré à une revue qui a été, je ne sais pas comment, reconnue comme revue scientifique du CNRS, alors que c'est une revue militante d'extrême gauche, comme intellectuelle identitaire, c'est exactement un procédé stalinien pour essayer de caricaturer tout mon parcours intellectuel et académique. C'est une honte. Est-ce que vous avez reçu, malgré tout, du soutien par rapport à cela? Pas un soutien... J'ai eu quand même la protection fonctionnelle de mon université, donc c'est un soutien. À ce titre-là, je suis très reconnaissant à la Sorbonne Nouvelle de m'avoir aidé à conduire les procès et à les gagner tous. Donc là, il y a eu un soutien, si vous voulez, de ce point de vue.
Alors, mais simplement, le champ intellectuel est dominé par cette sensibilité aujourd'hui. Et les premiers qui disent que ça n'existe pas en font partie. Ce que vous décrivez là, et notamment ce que vous avez vécu, mais que d'autres ont pu vivre, avec notamment le cas plus récent de Fabrice Balanche à l'Université de Lyon, ce sont les preuves justement de l'existence de ce mouvement islamo-gauchiste à l'université, selon vous? Ah, c'est clair, oui. Balanche, ça fait longtemps qu'il est en ligne de mire, si j'ose dire. Là, il a été particulièrement choisi pendant des militants qui ont voulu interrompre son cours. Quand vous avez un vice-président d'université qui dit que Hassan Nasrallah sera pour toujours dans nos cœurs, au panthéon de nos cœurs, c'est quand même oublier que son organisation, celle de Nasrallah, a tué des professeurs, à commencer par un chercheur du CNRS, qui était Michel Seurat, qui a été enlevé et tué par le Hezbollah, d'autres universitaires américains dans les années 80 à Beyrouth. Donc il y a quelque chose ici qui est la négation même de la liberté universitaire, et on sait la manière dont le Hezbollah a traité tous les dissidents chiites au Liban et au Sud-Liban, et notamment les intellectuels communistes. Donc vous voyez, cette réunion entre l'extrême gauche et l'islamisme fonctionne ici dans la société européenne. Dans les sociétés orientales, il y a longtemps qu'elle ne fonctionne plus. Mais j'aimerais comprendre ce dont on parle précisément quand on parle de ce mouvement islamo-gauchiste, parce que d'ailleurs, pour être tout à fait complet, le ministre, donc Philippe Baptiste, il dit que ce terme d'islamo-gauchisme n'existe pas en tant que terme universitaire. Vous décrivez un mouvement politique, sociologique. Qu'est-ce que ce mouvement précisément ? Si vous voulez, il ne se revendique pas en tant que tel. Ceux qui l'animent sont beaucoup plus malins. Ce sont encore une fois, des militants d'extrême gauche qui considèrent que les musulmans dans le monde ont le statut de population discriminée et oppressée, et que par conséquent, il ne faut pas critiquer la religion, et encore moins critiquer l'islamisme, parce que ça serait infliger une violence symbolique à des dominés. Donc c'est une sociologie de la domination, c'est ce qu'on appelle vraiment voir tout le monde le monde social à travers les mécanismes de la domination, et considérer que les musulmans forment une population particulièrement discriminés, et que toute recherche qui se ferait sur des réseaux militants qui, eux, ont énormément de moyens, sur le jeu du Qatar en France, sur l'organisation des frères musulmans, serait la manifestation d'une volonté méchante de critiquer l'islam et de critiquer les plus faibles dans la société. Vous voyez, c'est utiliser le religieux comme un étendard des populations opprimées. Comment expliquez-vous alors ces propos ? Vous avez évoqué tout à l'heure du déni de la part du ministre. C'est vrai que quand on entend ce que vous dites, ce que certains autres professeurs disent, qui parlent de cette logique de propagande, il y a quand même des témoignages qui sont forts, il y a des rapports également qui sortent. Frédéric Vidal également, l'une des prédécesseurs, qui disait l'extrême inverse. Que se passe-t-il ? Manifestement, ils ne vont peut-être pas dans les mêmes universités ? Le ministre a une formation de scientifique, il est ingénieur de formation, je crois le savoir. Mais il est lui-même universitaire, il connaît est lui-même universitaire, mais il n'est peut-être pas directement confronté à l'université de Compiègne à ces phénomènes. Il faut les avoir rencontrés, si vous voulez. Il faut comprendre la violence. Alors, il y a des influences intellectuelles. Il y a ce qu'on appelle le wokisme, l'influence d'Edouard Saïd. Tous ces gens-là considèrent que le problème, ce sont les chercheurs, ce sont les orientalistes, c'est le regard orientaliste. Et qu'il n'y a pas de problème en dehors des récits qu'on peut faire sur, par exemple, les groupes islamistes. Que la critique, elle doit porter sur la production intellectuelle de ceux qui ne pensent pas comme les autres. Moi, en l'occurrence, par rapport à eux. Et donc, vous voyez, on a ici une volonté de corriger en quelque sorte les livres, les auteurs qui ne rentrent pas dans le rang. Maintenant, pour répondre à votre question, chez les acteurs de cet islamo-gauchisme, il y a une stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de bonne foi avec eux et qui considèrent que l'exécutif n'a pas à se mêler de la vie universitaire, sans voir que la vie universitaire, son pluralisme est elle-même menacée de l'intérieur. Et parmi ces éléments, entre guillemets, islamo-gauchistes, vous avez des stratèges, des intellectuels qui veulent transformer le champ de la recherche et rendre en quelque sorte aveugle la France sur les dangers qui la guettent, sur son environnement régional, sur les groupes islamistes, sur les interactions entre État et islamistes, etc. Donc il y a derrière une stratégie d'infiltration, d'influence, qui passe par le champ intellectuel. Ceux qui en sont les acteurs ont parfaitement compris l'importance des travaux intellectuels et veulent en quelque sorte montrer qu'il y a l'État avec ses rapports, son intention hostile
hostile et qui multiplie les rapports sur les frères musulmans, et il y aura une université donc, qui dirait la vérité et qui serait méprisée. Mais c'est vrai que l'université est connue, l'université française, pour sa forte politisation. Là aussi, c'est ce que dit aussi le ministre. Mais vous, ce que vous décrivez, c'est finalement un changement de nature. Oui, qu'elle ait été politisée, c'est vrai, mais elle a quand même su, notamment dans les années 70-80, malgré sa politisation, maintenir du pluralisme. Dans le champ qui est le mien, c'est-à-dire les études orientales, les études arabes, les études sur le fondamentalisme religieux, si vous voulez, ce pluralisme est en voie de disparition. Le fait qu'ils tiennent une partie de l'université, les recrutements, font que les jeunes étudiants vont choisir plutôt des sujets sur l'islamophobie d'État, plutôt que de travailler sur l'islamisme. L'un des effets de cette prise de pouvoir à l'université, c'est que le mot même d'islamisme est plus ou moins récusé, comme étant un mot finalement peu scientifique, associé à des entreprises douteuses, etc., et que le phénomène n'existe pas. Donc on a quand même des stratégies de pouvoir, des stratégies intellectuelles, des stratégies d'influence qui font qu'à l'avenir, on risque d'avoir de moins en moins de travaux sur ces acteurs islamistes, sur leur soutien politique étranger, sur le rôle des États dans ces stratégies politiques, à la fois pour contrôler la population d'ascendance musulmane et pour contrôler les travaux qui peuvent être faits depuis l'université française. Alors justement, que faire face à cela ? J'évoquais tout à l'heure Frédérique Vidal, c'était quand même en 2021, il y a 4 ans, et elle avait promis à l'époque qu'une enquête serait menée. C'était suite à l'époque, souvenez-vous, à des incidents à l'université de Sciences Po Grenoble, à l'école de Sciences Po Grenoble. Cette enquête finalement n'a jamais vu le jour. Il est urgent de le faire, selon vous, ce travail ? Oui, mais il faut bien le faire. C'est-à-dire que dès que vous aurez le début de cette démarche, vous aurez les présidents d'université, l'association des présidents d'université, la majorité de mes collègues qui vont pétitionner et dire que c'est une honte et une atteinte à leur liberté. C'est presque inévitable. Donc il faut que ça soit fait dans un contexte plus apaisé, à travers des travaux, des preuves. Si vous voulez, moi je peux montrer très facilement qu'un certain nombre d'intellectuels, de directeurs de recherche au CNRS, de professeurs d'université ou de maîtres de conférences, non seulement conseillent un certain nombre de groupes religieux islamistes, mais s'associent au processus de décision et sont dans une situation même plus de complaisance, mais d'accompagnement. Vous dites, vous pouvez le montrer, vous avez des preuves de cela ? Oui, bien sûr. Quel type de preuves ? Il y a un certain nombre de photos, un certain nombre de déclarations, mais les intéressés, en quelque sorte, ne s'en cachent pas. Certains restent plutôt discrets, quand même, sur leur engagement militant. D'autres le revendiquent tout à fait, en considérant que ça correspond à leur définition du métier d'universitaire. C'est-à-dire que le changement, également, c'est que moi, j'ai été élevé dans la distance critique, la lecture de Max Weber, l'effort évidemment, pour tendre vers l'objectivité, tout en sachant que l'objectivité totale est impossible, mais en tous les cas, en travaillant sur le réel, d'apporter les preuves de ce qu'on dit, comme étant non pas une traduction de ce que je veux montrer, mais une traduction de ce qui existe. Donc on a beaucoup insisté, au long de ma formation à Sciences Po Paris, sur le travail empirique. Cette nouvelle sensibilité considère que de toute façon, il n'y a que des récits sur le monde, que le monde objectif n'existe pas, il n'est que ce qu'on va en dire, et par conséquent, il faut en dire autre chose pour que ce monde change, ou en tous les cas, qu'on insiste sur différentes dimensions, et qu'on oublie d'autres dimensions. Et le travail militant, pour eux, ne se sépare pas du travail universitaire. Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui un immobilisme politique sur ces questions-là ? Pour des raisons institutionnelles évidentes, oui. Ceux qui voudraient avancer ne peuvent pas, sont contraints. Les différents ministres de l'enseignement supérieur, je pense, ont été surtout animés par une mission essentielle, surtout ne pas provoquer d'incidents, garder la jeunesse étudiante à peu près sous contrôle. Et évidemment, la position du ministre, selon moi, est une position d'opportunité. Il ne faut pas soulever un problème aussi, pour lui, accessoire que l'islamo-gauchisme. Mais on évoquait par exemple cette étude. À qui faudrait-il la confier, selon vous ? Si on la confie au CNRS, le problème, c'est qu'une partie des gens du CNRS sont eux-mêmes l'acteur du processus qu'ils devraient dénoncer. Donc ça paraît difficile. Il faudrait un comité d'universitaires hors de soupçon, ou en tous les cas suffisamment pluraliste, ayant suffisamment d'autorité, pour travailler sur le phénomène, montrer les rapprochements, les proximités entre les intellectuels, les universitaires et les mouvements militants,
Ça, je pense que ça serait extrêmement intéressant, et de voir comment progressivement le champ de la recherche se transforme à cause de ces proximités. Vous avez beaucoup travaillé sur justement effectivement les réseaux islamistes qui gangrènent finalement. Là, on parle de nos universités. Vous avez beaucoup travaillé notamment sur les quartiers parce qu'en réalité, il y a un combat de fond qui est énorme à mener. Les universités ne sont pas le seul lieu concerné. C'est un travail qui doit être fait bien au-delà. On parle d'une étude sur les universités, mais en fait, c'est un travail de fond au niveau français et même au niveau européen. Oui, c'est un travail qui doit être fait. Vous abordez le niveau européen qui est très important, puisqu'une partie du problème, ce sont évidemment les financements européens, ce qu'on appelle les ERC, European Research Council. C'est beaucoup d'argent. On est tous maintenant devenus des entrepreneurs, tous nous universitaires. Notre mission consiste à trouver de l'argent. Et comme le champ s'est notamment transformé, parce qu'une partie de cet argent provient de l'Europe et que l'Europe va financer des travaux sur l'islamophobie, l'Europe va financer des travaux sur le caractère, le racisme dissimulé des systèmes politiques nationaux, va travailler sur l'inclusion, sur l'altérité, sur la construction de l'autre. Voilà à peu près depuis une vingtaine d'années les programmes de recherche qui ont été financés à coups de millions. Est-ce que vous diriez justement que l'Europe est finalement le cheval de Troie de cette guerre de basse intensité contre la France, pour reprendre l'expression de l'anthropologue Florence Berger-Bacler? Oui, la France cherche à modifier, à montrer qu'il y a que le concept d'islamophobie n'est pas un concept scientifique, ne peut pas être reçu en tant que tel. Il y a quelques années, j'avais été chargé de faire un audit des travaux de l'Union européenne en sciences sociales. Je l'avais fait avec Gilles Kepel et on avait été frappé par évidemment le caractère extrêmement politique de tous les sujets qui avaient été, de tous les programmes, de tous les dossiers qui avaient été financés par l'Union européenne, en considérant que on peut tout à fait travailler sur les représentations, les stéréotypes, c'est tout à fait légitime, à condition de laisser aussi du pluralisme dans l'université et des financements pour les programmes qui travaillent sur les groupes fondamentalistes. Merci beaucoup, merci Bernard Rougier. En tout cas, votre message est passé, votre expérience de terrain, et puis évidemment cette expertise donc à retrouver notamment dans votre livre Les territoires conquis de l'islamisme, paru en 2020 au PUF, je crois, et qui est à retrouver évidemment sur Internet si vous vouliez lire ce livre. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous.